Il est 11h32, bonjour à toutes et à tous et excusez-nous pour ce léger retard. Comme vous voyez, on a un petit problème technique au niveau de la caméra, donc vous allez avoir le son, mais vous n'allez pas avoir l'image malheureusement. Donc je me présente, je suis Fouzé Fetti, responsable du pôle droit et politique de formation. Merci d'avoir choisi Centre Info, merci pour votre fidélité. Vous êtes plus de 3000 inscrits à ce webinaire, donc un webinaire un peu original qui s'intitule Certification professionnelle du marché du travail à la salle de formation. Et il faut dire que lorsqu'on lit le décret du 6 juin 2025, la question se pose vraiment, on observe un glissement, un déplacement du centre de gravité, peut-être même un changement de modèle. Jusqu'ici, une certification tirait sa légitimité de sa valeur sur le marché du travail. À partir de maintenant, on va avoir, je dirais, quelque chose d'assez nouveau qu'on va essayer effectivement de décrypter. J'essaye de mettre mon petit diaporama, hein, comme vous l'avez compris, on a eu quelques problèmes techniques qu'on essaye de régler. J'espère que vous me verrez quand même à la fin de ce webinaire, puisque nous avons une petite panne de la caméra donc sur mon ordinateur. Bon, vous avez le son, c'est déjà ça. En tout cas, ce qui est sûr, pour revenir donc au sujet hein, qui nous intéresse, donc la certification, une certification qui jusqu'à présent tirait sa légitimité de sa valeur d'usage sur le marché du travail. Et à partir de maintenant, elle devra aussi rendre des comptes sur la manière dont on forme, sur les moyens techniques, les moyens pédagogiques, les moyens d'encadrement. Bref, la certification regarde désormais par-dessus l'épaule de la formation et face à ce tournant, on a tous besoin de prendre un peu de recul, de comprendre, de décrypter, de sécuriser, parce qu'à Centre Info, on est convaincu d'une chose, le droit, en fait, n'a de valeur que s'il accompagne le sens et l'histoire qu'il a façonnée, puisque Centre Info a une mémoire, en quelque sorte, et c'est la raison pour laquelle on fera quelques flashbacks pour revenir sur un certain nombre de notions qui ont déjà été définies par le passé. Et le sens, c'est aussi avec Valérie Michelet qui va nous l'apporter avec son regard, son expérience et sa capacité à démêler ce qui se joue vraiment. Bonjour Valérie. Bonjour Fouzi, bonjour à toutes et à tous et merci de nous avoir choisis pour ce webinaire. Tu es chanceuse Valérie, le son et l'image fonctionnent de ton côté. Voilà, bon, vous allez avoir Valérie Michelet, donc à l'image, et pour moi, ça sera uniquement le son. Donc on est ensemble pour environ 1 heure, hein, Valérie, 1 heure pour échanger avec nous, échanger avec vous, mais si on est en format conférence, et même si vous ne me voyez pas, on va essayer de rester interactif. N'hésitez pas à réagir, à interagir, à poser vos questions dans le chat. On les prendra bien évidemment à la volée. Alors peut-être juste avant, permettez-moi de vous présenter Centre Info pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore cette institution qui va fêter ses 50 ans l'année prochaine. Cette maison commune des acteurs de la formation, de l'apprentissage et de l'orientation, comme on l'aime bien l'appeler. Deux mots, hein, Centre Info, c'est un lieu où se rencontrent à la fois les politiques publiques et les pratiques de terrain. L'idée pour nous, c'est de simplifier le droit, c'est simplifier ce qui est complexe, sans jamais induire en erreur, tout en gardant la rigueur juridique. Et en 2026, comme vous le savez, Centre Info aura 50 ans. 50 ans, c'est trop jeune pour prendre sa retraite, comme le disait Gwenaël Frontin, le nouveau directeur général de Centre Info dans son post LinkedIn de ce matin. Oui, l'idée, c'est plutôt de se réinventer et construire les 50 prochaines années. Et ça commence par le catalogue 2026, un catalogue qui a été repensé, recentré, construit pour répondre concrètement à vos enjeux de professionnalisation. Et donc, il sortira officiellement le 18 novembre. Mais aujourd'hui, vous y avez accès un petit peu en avant-première. Vous pouvez le télécharger directement sur la plateforme. Donc, prenez le temps de le découvrir et de le diffuser, de le partager. Hein, il est disponible donc dès maintenant sur votre plateforme Webikeo. Valérie, le menu du jour. C'est un menu en 3 services. Il y a 3 plats.
hein, bon, vous allez le voir, hein, c'est des services qui se complètent plutôt bien. Il y a une entrée, Valérie, qui s'intitule Certification, formation, financement, le triangle des ambiguïtés. Donc là, on ouvre un peu l'appétit, hein, si je puis dire, Valérie, on plante le décor et surtout, on met des mots sur ce que tout le monde ressent un peu par rapport à la construction de ce système qui se construit sur une ambiguïté. Je dirais même sur un conflit d'intérêts qui est assumé d'ailleurs juridiquement, et on vous dira pourquoi. C'est un conflit d'intérêts structurel entre trois notions qui normalement ne devraient pas se côtoyer. Donc la certification, la formation, le financement et le cadre juridique, aujourd'hui, fait tout l'inverse. Au contraire, hein, certification, formation et financement sont étroitement liés. Valérie, donc on essaiera de prendre un petit temps pour expliquer justement le parallèle qu'on peut faire, notamment avec une autre branche du droit qui est le droit de la consommation, tout simplement, où la notion de certification a un sens un petit peu différent. Le plat de résistance, en deuxième partie, le plat de résistance, c'est ce certificateur qu'on souhaite responsabiliser, justement. On souhaite le responsabiliser sur les moyens du formateur. Hein, c'est ça qui est intéressant. C'est un peu le cœur du repas hein, qu'on aura, puisqu'on va déchiffrer, on va décrypter ce que dit réellement le décret du 6 juin 2025 et surtout ce qu'il implique dans la relation entre ceux qui conçoivent une certification et ceux qui la préparent. Donc ça sera intéressant effectivement de voir concrètement comment ce décret a été rédigé et comment on peut l'interpréter, sachant que l'intérêt du droit, c'est justement son interprétation, c'est pas tant la règle, c'est comment on l'interprète, comment on l'apprécie, et c'est ça qui nous intéresse. Enfin, le dessert, la troisième partie, on se posera la question de savoir ce qu'il y a réellement derrière cette notion de moyens techniques, pédagogiques et d'encadrement. Parce qu'on va beaucoup en parler, mais en même temps, c'est bien effectivement de savoir ce qui se cache derrière. Et là, Valérie, ça sera un retour vers le futur. C'est ce que je vous disais, hein, c'est cette mémoire hein, de Centre Info, parce que si vous voulez, ce dessert-là, c'est un dessert avec un petit goût de déjà-vu. Donc cette notion de moyens techniques, pédagogiques et d'encadrement, elle ne sort pas de nulle part. Hein, voilà, donc Centre Info a 50 ans d'histoire, un peu de mémoire. Il y a 50 ans, Valérie et moi, je crois qu'on n'était pas nés. Hein, mais il n'empêche que ça fait partie effectivement, je dirais, de l'analyse, de savoir que cette notion a déjà été définie par le passé. Et ce qui est intéressant, c'est de voir si cette définition est toujours valable ou pas, sachant qu'il y a toute une construction jurisprudentielle, notamment du juge administratif, qui nous donne quelques indices sur le sujet. Voilà un petit peu pour le menu, Valérie. Sans plus tarder, je propose qu'on commence par cette première partie, certification, formation, financement, le triangle des ambiguïtés. Ambiguïté entre le code de la consommation et le code du travail. Qu'est-ce qu'on peut dire concrètement entre les notions, je dirais, qui sont à la fois utilisées dans le code de la consommation et le code du travail? Il y a quand même, j'avais écrit d'ailleurs un article là-dessus, un abus de langage en droit de la formation sur cette notion de certification. Peut-être Valérie, je te laisse un petit peu d'abord nous en dire un peu plus sur ces deux notions, avant de pointer quand même les différences qu'il y a entre ces deux mondes. Alors, on vous parle du code de la consommation, mais soyons clairs, tout est parti du code de la consommation. Aujourd'hui, cette notion de certification, elle traverse de nombreuses branches du droit, le droit des transports, le sanitaire et social, la question de l'énergie. Et effectivement, dans le code de la consommation, il y a déjà désormais une petite vingtaine d'années, est apparue la nécessité de mettre en place des systèmes de certification de conformité quelque part. Hein, la certification dans le code de la conso, c'est un concept que l'on retrouve dans la validation et la conformité des produits, des services ou de certains actes, même si ça a quitté depuis le champ du code de la consommation et que ça traverse de nombreuses branches, je vous disais, du droit. Cette certification, généralement, garantit qu'une personne, un produit ou un service répond à un certain nombre de normes prédéfinies. Et donc, la certification, dans le code de la conso, elle se définit comme une procédure au cours de laquelle une entité tierce
généralement indépendantes, quand on regarde les textes, hein, attestent qu'une personne, un produit, un service est conforme à des exigences pré-spécifiées, si vous voulez, spécifiées dans des référentiels. Donc ces exigences, elles peuvent être issues de la réglementation, de normes industrielles ou de cahiers des charges qui sont propres à certaines activités. Et généralement, l'entité, hein, peut-être une personne physique, une personne morale, peu importe, mais qui réalise cette certification, on l'appelle dans le code de la conso organisme certificateur. Et l'ensemble du process de certification, dans la plupart des cas, si ce n'est tous, doit respecter des règles très strictes de transparence, d'indépendance, qui sont définies soit par les textes législatifs ou par les règlements propres aux organismes de certification. Généralement, dans ces process de certification de conformité, hein, qui permettent de délivrer des certificats de conformité, la compétence et l'impartialité de ces organismes certificateurs sont validées par une structure que je pense vous connaissez tous, qui est l'organisme d'accréditation nationale, le COFRAC. Mais en revanche, ce n'est pas le modèle. Ce n'est pas le modèle qui a été retenu dans le Code du travail. Alors, plus spécifiquement, je pense qu'il faut serrer, dans le Code du travail, livre 6, donc consacré à la formation professionnelle. Donc, ce cadre général de la certification, alors il n'est pas entièrement défini puisqu'il est un peu dans plusieurs branches du droit. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en matière de formation professionnelle, la certification, elle n'a pas repris, en fin de compte, ce cadre. Pourquoi? Puisque la qualité d'organisme certificateur, elle n'est conditionnée qu'à une seule chose, Fouzi. Elle est conditionnée à la détention d'un titre, d'une certification enregistrée dans l'un des deux répertoires nationaux, à savoir donc le RNCP ou le répertoire spécifique. Il n'y a donc, contrairement à tous les autres systèmes ou tous les autres process de certification, pas de tiers indépendants qui viendraient quelque part cautionner, éviter qu'il n'y ait des conflits d'intérêts, notamment ce qu'on reverra tout à l'heure. Voilà ce qu'on peut dire déjà en termes très général pour planter le décor et dire ouais, alors attention. c'est super important ce que tu dis, Valérie, parce que dans le droit de la consommation, certifier un produit, c'est attester qu'un objet respecte des normes mesurables, vérifiables, reproductibles. En fait, un produit, quand il est certifié, il ne change pas selon le contexte. Ou un service. Il ne réagit pas, il ne s'adapte pas. Or, on peut considérer qu'un produit, on peut en contrôler la conformité de façon objective. Mais une compétence n'est pas un produit. Une compétence n'est ni stable ni invariable. Une compétence, ça dépend d'un contexte de travail, d'un environnement, d'un niveau d'exigence. Une compétence va se manifester par l'action, forcément. C'est pourquoi juridiquement, on ne certifie pas la compétence elle-même. En vérité, qu'est-ce qu'on certifie? On certifie que la personne a démontré la maîtrise d'un référentiel de compétences à un moment donné dans des conditions définies. Autrement dit, on certifie une évaluation. Ce n'est pas une compétence en soi. D'où la confusion actuelle autour de l'expression, hein, certification des compétences. C'est un abus de langage, c'est emprunté au marketing et au droit du produit. Donc, je renvoie encore une fois à l'article écrit là-dessus, hein, qui est en accès libre sur le site de Centrinfo. Et il faut bien rappeler que ce n'est pas le certificateur, mais l'employeur qui est seul juge de la compétence de son salarié. Il est seul juge dans l'évaluation de la capacité du salarié à occuper un emploi. D'ailleurs, c'est le Code du travail qui le dit, c'est ça qui est intéressant. Le Code du travail n'est pas une contradiction près. Déclarer que ce sont les compétences qui sont certifiées, ça n'a pas de sens, d'autant plus que vous remarquerez que la certification professionnelle est la propriété intrinsèque de l'individu. Quand vous avez effectivement un diplôme, un titre, c'est acquis à vie. Alors que la compétence, elle va évoluer avec le temps, elle va évoluer avec les besoins des organisations, elle va évoluer aussi avec les évaluations des employeurs. Donc, c'est très important, effectivement, de commencer par ce postulat. De quoi on parle quand on parle de certification, effectivement? Alors, souvent, on dit certification des compétences. Parfois, on parle de certification des personnes. Donc, c'est vrai que depuis le début des années 2000 et la naissance, d'ailleurs, du RNCP, hein, donc en 2002, on a cet abus de langage. C'est un langage plutôt managérial. On a commencé, effectivement, à parler de certification des compétences. Et justement, quand on est certificateur, donc tu l'as dit, cette notion de certificateur en droit du travail, en droit de la formation, ce n'est pas le fait d'être accrédité par une personne tierce, mais c'est le fait d'enregistrer une certification dans l'un des deux répertoires.
Sachant que s'il y a 2 répertoires, il y a aussi 2 procédures, peut-être même 3 avec l'enseignement supérieur. Je te laisse peut-être effectivement les expliquer tout ça. Alors, j'ai peut-être plus un rappel, je pense, pour les participants. Nous avons effectivement 2 répertoires nationaux et les 2 répertoires nationaux connaissent 2 procédures d'enregistrement distinctes. Pour le RNCP, ce qu'on appelle peut-être un peu de manière excessive, un enregistrement de droit qui est en fait un enregistrement après avis conforme d'une commission professionnelle consultative pour les diplômes et titres à finalité professionnelle qui sont créés par l'État, donc par les ministères. Et comme tu le rappelais très justement, pour ce qui est de l'enseignement supérieur, après une concertation spécifique pour les diplômes, donc qui ressortent du Code de l'éducation. Donc c'est ce qu'on peut appeler l'enregistrement de droit. Mais il y a quand même passage devant une commission. Et puis, un enregistrement sur demande pour tous les autres diplômes et titres et finalités professionnelles, ainsi que pour les certificats de qualification professionnelle, où là, comme vous le voyez sur la diapo, le texte ne distingue pas l'autorité qui demande l'enregistrement. Il peut s'agir d'un ministère, juridiquement, afin de garantir donc... pourquoi ce deuxième mode d'enregistrement? L'idée, c'est de garantir l'ouverture du système à des organismes de toute nature, dès lors qu'ils satisfont aux critères qui ont été renforcés d'ailleurs, dont on en reparlera tout à l'heure, par le décret du 6 juin 2025, critères qui reposent notamment sur l'appréciation de l'efficacité socio-économique du projet de certification professionnelle. Donc, ces certifications sur demande, elles sont en fait enregistrées dans le RNCP sur décision du directeur général de France Compétences, après avis conforme d'une commission, qui est la commission de France Compétences en charge de la certif. Du côté du répertoire spécifique, nous avons là également 2 process. Là, on a bien un process de droit, d'enregistrement de droit, puisque aucun avis conforme n'émane d'aucune commission. Il s'agit de l'enregistrement pour les certifications et les habilitations qui sont établies par l'État et qui sont requises pour l'exercice d'une profession ou d'une activité sur le territoire national en application d'une norme. Alors, ça peut être une norme internationale, il y en a quelques-unes, ou une disposition législative ou réglementaire. Donc là, enregistrement de droit. Et puis, on retrouve un enregistrement sur demande qui, là aussi, ne distingue pas l'autorité qui souhaite s'engager dans ce process, après avis donc de la commission de la certification professionnelle pour toutes les autres certifications et habilitations. Alors, qu'est-ce qu'on peut constater, Fouzi, sur nos 2 répertoires ? Premier constat, c'est le constat d'une baisse très significative du nombre de certifications enregistrées aux 2 répertoires depuis l'entrée en application de la réforme de 2018, puisque au RNCP, au 1er janvier 2019, nous avions 7 966 titres et diplômes. Au 1er juillet dernier, nous n'en avons plus que 4 879. Et du côté du répertoire spécifique, qui à l'époque s'appelait Inventaire, au 1er janvier 2019, 2178 certificats habilitation étaient enregistrés à l'inventaire. Et au 1er juillet 2025, ORS, répertoire spécifique, nous avons 1132 titres. Donc, baisse significative. Et puis, quand on rentre un petit peu dans la compréhension de quels sont ces titres, quels sont ces certificats et habilitations. Du côté, quel que soit d'ailleurs, comme vous le voyez sur la diapo, qu'on soit au RNCP ou au répertoire spécifique, on a massivement plutôt des titres et certifications, on va dire d'une manière globale, qui sont enregistrés sur demande. L'enregistrement de droit étant minoritaire, notamment pour le répertoire spécififique. Ouais, c'est assez flagrant, on le voit dans le camembert aujourd'hui. Alors qu'il est très décrié, l'enregistrement de droit est très juste. En fin de compte, ce n'est pas ce qui compose en majorité les 2 répertoires. Ouais. En tout cas, c'est intéressant parce que l'enregistrement sur demande pose la question de l'intérêt. Pourquoi on demande à être enregistré sur une certification? Au-delà de l'idée de construire une société de compétences, ça peut être ça aussi, mais il y a la question du financement quand même derrière. Donc, et c'est ça qui peut être intéressant aussi à décrypter, puisque il faut rappeler une chose simple, les fonds de la formation financent la formation, pas la certification préparée. Et vous aurez beau avoir une certification parfaitement alignée avec les besoins de l'économie, avec les attentes des entreprises, c'est-à-dire une certification qui a une vraie valeur d'usage sur le marché du travail,
bah, ça ne dit absolument rien de la qualité de la formation qui prépare à cette certification. Hein. Donc, et c'est là que le paradoxe, on a un paradoxe, on a un sujet, parce que le système, notre système, c'est que un formateur peut aussi demander à enregistrer, à renouveler une certification. Donc, un formateur peut aussi être certificateur. Oui, ça peut être la même personne, la même structure. Ce qui peut surprendre quand on sait que les enveloppes comme l'apprentissage, le CPF, aujourd'hui, sont des enveloppes ouvertes, ce sont des enveloppes massives qui financent avant tout de la formation, qui préparent justement à ces certifications. Donc, on se demande, d'ailleurs, et on nous demande à Centre Info, est-ce qu'il n'y a pas un conflit d'intérêts? La réponse est oui, il y a un conflit d'intérêts. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que ce conflit d'intérêts, c'est le cadre juridique lui-même qui l'encourage. C'est le système qui l'encourage. C'est le modèle français qui repose depuis toujours sur une idée très simple. Celui qui forme, c'est celui qui certifie. Alors, ce n'est pas un accident, hein, ce n'est pas une dérive, c'est une organisation voulue. Il n'y a pas de jugement de valeur. Le droit ne s'y oppose pas. Au contraire, il le permet, il l'encadre, il l'alimente. Donc, et mécaniquement, ça crée deux logiques qui se télescopent en quelque sorte. Le formateur, ben lui, il a l'intérêt, et encore une fois, en tant qu'opérateur économique, c'est tout à fait normal. Hein, le formateur, il a tout intérêt à vendre le maximum d'heures stagiaires, en sachant qu'une formation qui fait réussir, c'est une formation qui se vend bien. Le certificateur, lui, il doit garantir un peu la partialité, vérifier que seuls les candidats qui maîtrisent vraiment les compétences valident la certification. Et quand c'est la même structure qui forme, qui évalue, qui certifie, on est clairement juge et partie. Dans n'importe quel autre domaine, hein, les produits, les normes, la consommation, ce serait impensable. Dans la certification professionnelle, on considère que c'est un peu la norme. C'est même le fonctionnement prévu par les textes. Alors bien sûr, on met les garde-fous, et c'est tout l'intérêt, qui est référentiel, les jurys, les habilitations, et il faut effectivement le dire, c'est un conflit d'intérêts, mais le système lui-même, donc actuel, l'accepte et tente de le structurer. Et c'est précisément pour ça que on a effectivement des ajustements, des réformes, et notamment, alors on a parlé effectivement de l'acte 2 de la réforme des certifications avec le décret du 6 juin 2025, c'est ça qui va nous intéresser, mais c'est précisément ça que ce décret cherche à faire, c'est-à-dire à rééquilibrer ce modèle en responsabilisant davantage le certificateur. Et justement, je ne sais pas si on est bon dans le timing, Valérie, parce qu'on a 1 heure, on va passer à cette deuxième partie. Peut-être aussi, je vais te laisser prendre la main sur cette deuxième partie, regarder un peu le chat, voir s'il y a des questions qu'on prendra à la volée sur la première. Je te laisse poursuivre, Valérie, sur effectivement cette responsabilité aujourd'hui donc qui pèse sur le certificateur. Et il y en a une qui nous intéresse particulièrement pour ce webinaire, c'est cette question des moyens techniques, pédagogiques et d'encadrement du formateur. C'est-à-dire que le certificateur, on lui demande de regarder ce qui se passe au niveau de la formation. Alors, je veux bien que tu ailles à la diapo suivante. Merci beaucoup. Oui, alors, le décret donc, du 6 juin 2025 a, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, renforcé les critères d'enregistrement ou de demande d'enregistrement à l'un ou l'autre des deux répertoires. Et au titre de ces critères renforcés, on a même des nouveaux, et notamment l'entrée par la porte de la certification de la formation. Donc, qu'on soit au RNCP ou au répertoire spécifique, comme vous le voyez, le décret, introduit au moment où l'organisme détenteur d'une certification souhaite la faire enregistrer, souhaite la renouveler, il y a l'obligation, parmi les critères, donc je vous rappelle, 9 critères au RNCP, 6 critères au répertoire spécifique, bien de pouvoir apporter la preuve, vérification de la réalité des moyens techniques, des moyens pédagogiques et des moyens d'encadrement qui sont mis en œuvre pour la réalisation des actions de formation ou de reconnaissance des acquis de l'expérience, suivies donc par les promotions titulaires qui suivent, qui sont retenues au titre de la demande d'enregistrement, de renouvellement. N'oublions pas, Fouzi, que dès lors que l'organisme certificateur ou le ministère donc on fait enregistrer un titre, tout au long de l'enregistrement, bien évidemment, France Compétences a la capacité de venir contrôler que les 9 critères du RNCP, les 6 critères du répertoire spécifique sont respectés, et ce, à tout moment. Donc, on fait bien entrer
dans la sphère de la certification, eh bien l'obligation d'apporter la preuve de la réalité des moyens qui sont liés, des moyens éléments matériels, on reverra tout à l'heure, qui sont liés donc à la réalisation de l'action de formation. On est dans la conformité de ce qu'on finance en fait. On est au-delà de la valeur socio-économique sur le marché du travail de certification, sur sa valeur d'usage, et on est recentré sur qu'est-ce que derrière on va financer grâce à cette certification, puisque comme vous le savez, et Fouzi vous l'a rappelé tout à l'heure, c'est un mouvement depuis 2014, les fonds publics, les fonds mutualisés, en tous les cas pour les fonds mutualisés c'est une évidence, sont ouverts essentiellement, quasi dans leur totalité, on pense à l'apprentissage au CPF, à des formations certifiantes. Alors c'est intéressant, on a une question, Antonella, voilà, Antonella, si vous nous entendez. Donc c'est une question assez simple que beaucoup effectivement d'organismes nous posent. C'est alors, on nous dit, voilà, le taux de rejet semble très, très important au répertoire spécifique. Quelles en sont les motivations? Donc ça, c'est intéressant, la question des motivations et de l'appréciation des critères. C'est un vrai sujet, ça, Valérie. La question qui revient souvent, mais comment voilà, on a apprécié effectivement tel. Alors, bien évidemment, nous, on ne peut pas effectivement, en tout cas, remplacer ou se substituer aux instructeurs de France Compétences et au travail de la commission, je dirais, de la certification de France Compétences pour répondre à cette question. Mais en tant que juriste, je pense que Valérie, en droit, il y a un vrai sujet. Le premier rapport d'étonnement, pour ceux qui connaissent l'autre certification, qui est la certification des process avec Calliope, le premier rapport d'étonnement qu'on peut avoir en tant que juriste, c'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, RNCP 9 critères, répertoire spécifique 6 critères, ce sont des critères. Il n'y a pas d'indicateur observable défini par voie réglementaire. Même si la doctrine de France Compétences dans les Vademecum est assez volumineuse, en fin de compte, elle a un impact qu'on pourrait qualifier de normatif, mais ça, on pourrait le mettre de côté. Il n'empêche que France Compétences juge des indicateurs ou des observables, des éléments observables qui permettent de dire qu'un critère est rempli ou pas. Contrairement effectivement à Calliope où les 7 critères sont accompagnés de 32 indicateurs. L'exemple type, celui qui nous intéresse aujourd'hui, la réalité des moyens techniques, pédagogiques et d'encadrement. Bon, sachant que ce qui caractérise une action de formation, c'est sa singularité. Il n'y a pas une action de formation qui utilise exactement les mêmes moyens, les mêmes techniques, la même modalité pédagogique, le même encadrement. Là, vous n'avez pas l'indicateur qui vous dit à partir de quel moment on considère que tout est réuni, à partir de quelle réalité on parle. Donc, c'est une appréciation, c'est-à-dire que vous avez le critère, mais vous n'avez pas les indicateurs qui permettent d'apprécier ce critère-là. Forcément, il y a un aléa. Il y a un aléa qui est là et donc très difficile de donner une réponse précise à la question qui nous est posée, c'est-à-dire de donner les motivations exactes d'un refus. Il y a des motivations, parfois sur certains dossiers où il y a quand même une flagrance, mais il n'empêche qu'il y a une marge d'appréciation, et ça, c'est incontestable. Et c'est vrai que c'est très, très difficile de discuter cette appréciation pour la simple raison qu'il n'y a pas d'indicateur qui permette de dire si le critère qui est mentionné est rempli ou pas. Donc ça, c'est important, effectivement, à avoir cela en tête. Et donc, responsabilité pendant l'enregistrement, pendant le renouvellement. Tout au long de l'enregistrement. Et puis, responsabilité du certificateur aussi vis-à-vis de l'organisme qui l'habilite. Et là, tout le monde est mis sur un pied d'égalité, qu'on soit un ministère ou que l'on soit un organisme certificateur lambda qui a fait une demande d'enregistrement, de certification. Alors, sachant qu'on grimpe une marche, puisque pour se faire enregistrer tout au long de l'enregistrement et lors d'un renouvellement, il faut faire la preuve de la réalité.
des moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement. Lorsque le certificateur qui a un titre ou un diplôme ou un certificat, une habilitation enregistré dans un des deux répertoires souhaite habiliter un partenaire, et ce qu'il s'agisse d'un ministère ou d'une structure privée, ou en tous les cas pas un ministère, ça peut être un réseau consulaire, là annonce on va demander, le texte du décret de juin dernier renforce, puisqu'il dit non seulement il faut prouver la réalité, mais attention, il faut prouver l'adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement avec les référentiels de la certification. Donc on est la réalité et en plus l'adéquation. Donc on ajoute, en termes de responsabilité, comme tu disais tout à l'heure, on est effectivement dans une marche supplémentaire. Et à partir de quel moment c'est adéquat? Là, on est sur un critère. Il n'y a pas non plus dans les textes réglementaires, il y a une très grande marge d'appréciation effectivement laissée à France Compétences, aux instructeurs en tout cas. Ouais. Donc là, c'est intéressant parce que on a effectivement aussi la question du contrôle de France Compétences. Quand France Compétences va-t-elle contrôler les certificateurs? A priori, elle le fait déjà. La question, c'est la question des moyens aussi, au-delà des prérogatives, puisqu'on le verra, les prérogatives de France Compétences ont été renforcées en la matière, d'un point de vue juridique. Mais un contrôle, c'est à la fois, je dirais, les prérogatives théoriques qu'on peut retrouver dans un texte et les moyens qui sont mobilisés. Ce qui est sûr, c'est que France Compétences peut mandater des organismes extérieurs, un peu comme des financeurs, qui peuvent effectivement venir contrôler. Donc la campagne de contrôle, aujourd'hui, il faut regarder côté communication de France Compétences pour savoir concrètement ce qui va être déployé, ce qui ne sera pas déployé. Puis si vous souhaitez savoir ce que France Compétences a fait en termes de contrôle sur les années précédentes, je vous invite à lire le jeune budgétaire. Il y a toute une partie effectivement sur ce sujet. Donc effectivement, une responsabilité juridique qui concerne à la fois les ministères et les organismes certificateurs. Et on voit que le décret du 6 juin met sur un pied d'égalité les ministères et les organismes certificateurs, y compris ceux qui sont des opérateurs économiques qui ont un intérêt financier. A priori, le ministère certificateur, dans la logique, la certification, pour lui, devrait même relever du domaine public. Je pense notamment à l'éducation nationale, qui n'a pas cette logique économique. Et pourtant, tout le monde, demain, va effectivement devoir réfléchir sur cette question de l'habilitation, sachant que l'habilitation n'est pas une obligation pour un certificateur. C'est-à-dire l'éducation nationale peut très bien dire je n'habilite personne. Bon, théoriquement. Bon, mais au regard effectivement de l'enjeu, je pense que l'éducation nationale, et c'est tout l'enjeu aussi de ce décret, va devoir aussi réfléchir sur une procédure d'habilitation de ces diplômes, c'est-à-dire les diplômes du CAP jusqu'au BTS. Valérie, peut-être sur effectivement ce côté un peu symétrique qu'on retrouve dans le Code du travail entre les organismes certificateurs et les ministères certificateurs. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on a, au-delà de la sémantique, une vraie convergence au niveau des obligations, qu'on soit l'État via un ministère ou une structure non étatique, on va dire ça comme ça. La différenciation, lorsqu'on souhaite se lancer dans un partenariat et qu'on est un organisme certificateur, donc pas un ministère, c'est qu'on se lance dans une relation partenariale, Fouzi, qui peut être commerciale ou pas. Mais lorsqu'elle est commerciale, il va y avoir certainement une redevance. Et ce que construit, et tu le disais très justement, dans le but de responsabiliser tous les acteurs de la certification, ce que construit le nouveau cadre donc, du décret de juin dernier, c'est quelque part des obligations de contrôle à plusieurs niveaux. Donc France Compétences peut contrôler les certificateurs, qu'ils soient publics ou privés, mais les certificateurs vont devoir mettre en place, même s'ils sont pour les organismes privés dans une relation commerciale avec leurs partenaires, parce que la convention, il y a une partie financière, il y a une redevance, mais ils vont devoir construire un système de contrôle. Alors, qui peut reposer sur des audits, peu importe, mais France Compétences pourra
pourra contrôler, elle le fait déjà d'ailleurs, hein, bien évidemment, les certificateurs ainsi que leurs organismes habilités, et le certificateur va devoir lui aussi construire son cadre de contrôle, et même si c'est un organisme public. Donc, mais d'autant plus quand c'est un organisme qui est plutôt dans une logique commerciale avec un partenaire, ça peut être un petit peu décalé dans une logique un peu commerciale de devoir être dans cette relation. Alors, la différence en termes d'habilitation, comme tu le rappelais, l'habilitation n'est jamais une obligation. Elle repose sur plutôt un partenariat contractuel, un cadre contractuel quand c'est un organisme hors État. Et puis, lorsque c'est un ministère, ce sont des arrêtés qui vont effectivement fixer les règles du jeu de l'habilitation. On passe justement à cette question des moyens techniques, pédagogiques et d'encadrement. Donc, on l'a vu. Aujourd'hui, effectivement, que ce soit le certificateur au moment de l'enregistrement du renouvellement, il faut effectivement être capable de prouver la réalité de ces moyens techniques, pédagogiques et d'encadrement. Il faut être capable, en tant que certificateur aussi, d'avoir, je dirais, un regard sur ces moyens techniques, pédagogiques et d'encadrement avec les organismes habilités. Simplement, parler de moyens techniques, pédagogiques et d'encadrement, c'est aussi là une appréciation qu'il va falloir avoir. Et, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'essayer de comprendre à quoi tout ça renvoie, puisque finalement, Valérie, ça va nous faire replonger dans la définition de ce qu'est une action de formation. Puisque qu'est-ce qui caractérise une action de formation? Et j'ai cru qu'en 2018, la loi Avenir Professionnel, nous, on n'était pas convaincus, mais on nous avait dit qu'il y a une simplification de la définition de l'action de formation. Je pense que vous vous souvenez tous, en 2018, en disant la formation, finalement, maintenant, ça devient très simple. C'est un parcours pédagogique qui se définit comme... Voilà. Alors d'abord, on dit que c'est l'action de formation qui se définit comme un parcours pédagogique, ce qui peut être étrange. Normalement, c'est plutôt un parcours pédagogique qui doit contenir plusieurs actions de formation, ou plusieurs actions en tout cas. Mais là, c'est l'action de formation, vous pouvez le lire sur ce visuel, se définit comme un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel. Elle peut être réalisée en tout ou partie à distance. Elle peut également être réalisée en situation de travail. Alors, c'est intéressant parce que c'est vrai que ça donne la sensation d'une simplification, mais on sait très bien que quand on est sur un marché où 80%, je dirais, du chiffre d'affaires des organismes de formation sont financés sur des fonds publics, à un moment donné, la question du contrôle va se poser. Et quand on pose la question du contrôle, on va poser la question des moyens. Ce n'est pas tant la question du résultat. À la limite, est-ce que c'était une bonne formation ou une mauvaise formation? Ce n'est pas le sujet. C'est, vous avez été financé, prouvez-nous matériellement les moyens que vous avez mis en œuvre. Et donc, c'est vrai, quand on regarde la définition de 2018, on ne retrouve pas les éléments matériels qu'on avait dans l'ancienne définition, celle d'avant 2018, où on nous disait il faut un objectif, un programme préétabli, pour celles et ceux qui se souviennent, des moyens pédagogiques, un encadrement pédagogique, un suivi, une évaluation, tout ça, on dit ça disparaît, regardez, la définition, elle devient beaucoup plus simple. Simplement, tous ces éléments de matériel d'avant 2018, on les retrouve aujourd'hui ailleurs, dans la partie réglementaire notamment, où tout est revenu finalement. Tous les éléments matériels qu'on avait avant 2018, qui étaient dans la partie légale, on le retrouve dans la partie réglementaire. Et peut-être nous dire nous donner quelques éléments, ne serait-ce que sur la formation à distance, la FEST, qu'est-ce que ces décrets racontent, parce que là, effectivement, c'est le décret qui a repris la main sur le sujet. Donc, effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur les modalités et sur le financement. Donc, la partie réglementaire a rattrapé le législateur en disant oui, mais en ayant une sorte de libération de la définition de l'action de formation, peut-être que on se rend compte qu'on va avoir des difficultés à contrôler derrière. Or, on n'a jamais eu autant d'argent sur la table que depuis 2018 pour financer de la formation, donc il faut absolument raison garder. Et donc, sur les modalités, on a 3 modalités, le présentiel, le distanciel ou l'expérientiel. Alors, on n'a rien effectivement sur le présentiel, mais un attachement du pouvoir réglementaire à définir le cadre
de dispensation des formations à distance et le cadre de dispensation des formations donc expérientielles qui reposent sur ce qu'on appelle la FEST, action de formation en situation de travail. Et comme vous le regardez, comme vous le voyez sur la diapo, concernant la formation à distance, même si depuis 2001, on a en France un encadrement de la formation à distance qui lui aussi se libère, c'est-à-dire on avait beaucoup plus de contraintes dans sa matérialité que aujourd'hui, donc avec le décret de décembre 2018, il n'en reste pas moins, Flouzi, que tu as raison, même dans la formation à distance, pour que cette formation à distance entre dans le champ de la formation professionnelle, donc notamment puisse faire l'objet d'un financement, vous constatez qu'il faut que l'organisme fasse la démonstration qu'il a mis en œuvre une assistance technique, mais surtout une assistance pédagogique. Cette assistance pédagogique prend souvent la forme d'un être humain, pas forcément un formateur, mais en tous les cas un être humain, et il faut que cet accompagnement technique et humain, donc pédagogique, soit approprié. Donc on est, comme tout à l'heure, on est dans l'idée non seulement qu'il doit exister, mais qu'il doit être en adéquation avec les objectifs fixés à la formation à distance. Donc, bien qu'on ait une définition qui semblait, voilà, en fait, un objectif fixé en amont, tu l'évalues en aval, au milieu, ce fameux parcours, peu importe ce qui le compose. En formation à distance, on prend un retrait, le pouvoir réglementaire prend un retrait par rapport à la loi en disant formation à distance, il y a des conditions et notamment, il faut une assistance technique et pédagogique et que cette dernière soit appropriée pour accompagner le bénéficiaire. Je peux, à titre d'illustration, vous parler d'une décision de justice du tribunal administratif de Toulouse. Donc, on est bien dans le contrôle. C'est lors du contrôle, évidemment, que l'organisme de formation doit faire la preuve qu'il a, lorsqu'il forme à distance, respecté ses règles, d'un organisme de formation qui, le 2 novembre 2023, malheureusement, n'a pas pu faire la preuve, certainement devant le service régional de contrôle, puis devant le juge administratif. Il ne fournissait que des relevés de connexion. Voilà. Mais le juge a considéré, comme le service régional de contrôle, que ça ne permettait pas d'établir que ces personnes avaient reçu l'accompagnement tel que dédié, l'accompagnement dans leur parcours. Par conséquent, n'ayant pas réussi à le démontrer, il n'était pas possible de démontrer que la formation s'était déroulée conformément aux dispositions réglementaires. Obligation de remboursement, évidemment, sur ces actions de formation. Donc, ça, c'est très important. Sur la FEST, on a aussi, je vois que tu vas plus vite que moi, sur la FEST, vous avez la même règle. On a l'obligation, alors il y a d'autres règles que le caractère moyen humain, mais il faut désigner un formateur qui peut exercer des fonctions de tuteur. L'humain est là, c'est de l'encadrement humain. Ensuite, on voit que sur le financement, je ne suis pas gentille, je te fais revenir en arrière. Voilà, donc ça, c'était sur les modalités. On retrouve ces règles aussi sur le financement. Les financeurs peuvent avoir des règles ou des priorités de prise en charge qui sont différentes en fonction des modalités de formation. Et on voit réapparaître les moyens humains et techniques mis en œuvre par l'organisme de formation qui permettent, je ne sais pas si ça se fait sur le terrain, en tous les cas, le financeur peut se reposer sur ce texte pour mettre en place des règles différentes. Tu peux passer à la diapo suivante. Ouais, alors tout ça pour dire, alors tu vois pas mon visage. Non, mais je vois l'heure. Je suis en train de grimacer, je regarde l'heure, il est 12h16. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis, Valérie, parce que typiquement, quand on regarde les textes, finalement, qu'est-ce qu'on peut contrôler? On peut contrôler les moyens. Les moyens à l'exclusion des qualités pédagogiques de l'aveu même de l'article L6361-3 du Code du travail qui dit « Moi, la qualité pédagogique, ce n'est pas mon sujet ». Et c'est vrai que l'administration du contrôle le dit très clairement dans ce texte-là. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que les financeurs, de voir que France Compétences tentent d'aller sur la question de la qualité pédagogique. Mais en réalité, est-ce que la qualité pédagogique, c'est quelque chose qui peut être évalué par un financeur? Est-ce qu'elle peut être évaluée par France Compétences? Pas sûr, parce qu'effectivement, ce qui va intéresser et ce qui peut être intéressant, c'est de voir que ce qui a été payé finalement est justifié. Et on peut effectivement regarder la qualité pédagogique. Je ne suis pas sûr qu'en termes de compétences, ces structures
peuvent aller jusque-là. En revanche, si on a financé que derrière, il n'y a pas les moyens nécessaires qui ont été mis en place, bah là, ça pose problème puisqu'effectivement, on a financé des choses qui n'étaient pas forcément justifiées. Et c'est intéressant de regarder cet article-là puisque le contrôle administratif et financier des dépenses et activités des services régionaux du contrôle. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, le contrôle suprême, hein, si je puis dire, on a des inspecteurs du travail qui sont commissionnés, hein, qui sont assermentés. Eux, ils ont un pouvoir d'investigation. Ils peuvent aller très, très loin en termes de contrôle. Eux, très clairement, on leur dit, la qualité pédagogique, ce n'est pas votre sujet. Vous allez sur les moyens financiers, vous allez sur les moyens techniques, vous allez sur les moyens pédagogiques. Et c'est vrai qu'on va se poser beaucoup de questions par rapport à l'appréciation de la question des moyens côté France Compétences. Et c'est là où on peut se poser cette question, Valérie, c'est que finalement, est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas retourner en 2011 ? Et effectivement, une circulaire que certains d'entre vous connaissent sans doute, même si elle n'est plus effectivement d'actualité, et que de toute manière, ce n'était qu'une circulaire. C'est la circulaire de novembre 2011 relative au texte qui modifiait à l'époque, parce qu'on avait une réforme en 2009, la réglementation des organismes de formation. Et cette circulaire, en fin de compte, on vous conseille d'aller la retélécharger, d'aller la consulter, parce que vous avez une fiche qui est consacrée à ce qu'est pour l'administration la description des moyens pédagogiques et techniques. Et clairement, quand vous lisez cette fiche, ces moyens pour l'administration, ils s'entendent des éléments matériels de la formation, hein, qui doivent être prévus, alors généralement mentionnés dans le programme, mentionnés sur votre site, mentionnés parfois dans la convention de formation. Et à titre d'exemple, que vous donne l'administration, il comporte notamment les supports pédagogiques et techniques, sans lesquels l'action serait, je lis, vidée de son sens ou de son efficacité. Donc, et l'administration de donner quelques exemples, salles de formation, équipements divers, documentation, outils pédagogiques, ressources. Là, on est sur les éléments, les moyens pédagogiques, enfin les moyens plutôt pédagogiques techniques. Et puis l'encadrement, ce sont les personnes qui disposent des compétences techniques, professionnelles, pratiques, théoriques, en rapport avec le domaine dans lequel, bien entendu, ils interviennent. Et ça fait rebond avec une autre disposition FOUSI du Code du travail, qui est l'obligation pour un organisme de formation de pouvoir à tout moment faire la démonstration que les personnes qui interviennent dans le process de formation ont titre et qualité. Et donc, on est sur le deuxième niveau. Rappelez-vous, je vous disais, il y a deux niveaux. Il y a la réalité et l'adéquation, le choix qu'on a fait. Donc, il ne faut pas seulement que les moyens existent, qu'ils soient réels, mais il faut aussi qu'ils soient en adéquation, et notamment, bien, pour les formateurs, en tous les cas, vous avez en tant qu'organisme de formation l'obligation de produire tous les éléments qui permettent d'apprécier la correspondance des titres et qualités des formateurs avec les formations qu'ils ont réalisées. Voilà. Donc, les moyens pédagogiques, comme tu le disais, se différenciant, c'est sûr, des méthodes didactiques, en fait, dont le choix est laissé aux formateurs ou aux responsables de la formation. Ouais. Bon, j'ai une question, je ne suis pas sûr qu'effectivement de tout comprendre, donc je ne sais pas si c'est madame ou monsieur Maillard. J'ai une question concernant les financeurs. J'ai compris qu'ils pouvaient exiger d'autres éléments que ceux attendus dans le cadre de la formation. Ma question, est-ce que le financeur peut ajouter des modalités pédagogiques non prévues dans la certification, comme avoir, comment avoir, je lis mal, comment avoir d'autres exigences sur les modalités évaluatives? Si j'essaye de traduire. Par rapport au référentiel d'évaluation de la certif. Peut-être, ouais, sûrement, ouais. Donc ça veut dire que sur l'enveloppe plan de développement des compétences, qui est quand même, alors c'est pas toujours du certifiant, mais on peut imaginer que les branches professionnelles, au sein des SPP, au sein de notre co, aient fixé des règles, pourquoi pas, plus renforcées quelque part. Ils ont la possibilité de le faire en tous les cas. Oui, non, le financeur il peut effectivement avoir ses propres règles. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on a deux types de financeurs. Autant une région France Travail, c'est pas très compliqué d'avoir un cahier des charges et de vérifier si effectivement le cahier des charges a été respecté. Pourquoi? Parce que France Travail et la région achètent de la formation, très clairement. La région et France Travail, ce sont en quelque sorte des commanditaires. C'est eux qui, effectivement, vont fixer leurs critères.
Du côté des tiers payants, Caisse des dépôts, OPCO, Association Transition Pro, bah, c'est déjà plus compliqué puisque, comme vous le savez, l'OPCO, sauf cas particulier, n'achète pas vraiment la formation. Je pense notamment à l'apprentissage. Hein. Donc, c'est souvent effectivement le jeune, sa famille qui vont choisir le CFA. Parfois, c'est l'entreprise, mais en tout cas, c'est pas l'OPCO qui va choisir à la place. Donc, c'est pas lui qui achète. De même que la Caisse des dépôts. La Caisse des dépôts n'achète rien. C'est le titulaire du compte qui achète. Donc, ils ne savent pas exactement comment l'organisme a été sélectionné, sur quels critères, sachant qu'en plus Calliope n'est pas un critère différenciant, parce que par définition, ils sont tous Calliope. Donc, très clairement, la question, c'est savoir est-ce qu'un financeur, dans un contrôle a posteriori, il peut mettre d'autres critères. Théoriquement, oui, mais d'un point de vue, je dirais, opérationnel, je dirais que c'est plus facile pour un acheteur que pour un tiers payant. Et donc, les trois acteurs que je viens de lister, à savoir OPCO, ATPro et Caisse des dépôts, on va être beaucoup sur les moyens, la question pédagogique. Certes, elle est affichée, mais il y a une confusion. Hein, on ne va pas être vraiment sur la qualité pédagogique, c'est-à-dire l'art d'enseigner, l'art de dispenser sa formation. Je ne suis pas sûr qu'on aille jusque-là. En revanche, on va bien vérifier que les moyens ont été mis en place et que ces moyens correspondent, sont en adéquation avec les objectifs assignés effectivement à la formation, y compris effectivement lorsque la formation débouche sur une certification. Et que dit le juge sur la question des moyens pédagogiques? Donc, on va commencer peut-être par les bases. Il y a moyens techniques, moyens pédagogiques et puis les moyens d'encadrement. Hein. On parle des trois. Donc, les moyens techniques, Valérie, il y a quelques exemples. Voilà, on vous a fait quelques tableaux qui permettent d'illustrer le propos, c'est-à-dire sur le contrôle qui existe déjà du côté des services régionaux de contrôle, et puis qui peut conduire, bien entendu, à des contentieux. Hein. C'est un contentieux qui est quand même assez volumineux, mais retenez que le juge, généralement, parce qu'il est souvent face à des rapports eux-mêmes plutôt bien circonstanciés et modifiés, il y a assez peu de juges qui donnent raison, en fin de compte, au regard de ce qu'il a eu devant, ce qui lui a été présenté aux organismes de formation. Les moyens techniques, souvent, ce qui va être retenu par le service régional de contrôle et du coup validé, en fait, hein, très souvent par le juge, ça va être la question des locaux. Les locaux doivent exister, doivent être adaptés, notamment adaptés à la capacité des formations que l'organisme prétend avoir dispensées. Lorsque la formation est une formation présentielle. Hein, oui, formation présentielle, oui, excusez-moi. Oui. Le matériel également, donc il ne faut pas non seulement une salle de formation si vous vendez du présentiel, mais si vous vendez une formation relative, je ne sais pas moi, à comment utiliser les outils de Microsoft, bah, il faut qu'il puisse y avoir des ordinateurs, donc il faut qu'il y ait le matériel adapté également. Donc là, vous voyez, souvent, c'est la capacité, c'est le fait que, bon, il y avait peut-être une salle, mais est-ce qu'elle pouvait accueillir, est-ce qu'elle était appropriée à l'accueil d'une formation avec une thématique spécifique? Ça, c'est très souvent relevé par les juges. Donc, la question du local lorsque vous faites de la formation, bien entendu, en présentiel. Tu peux passer peut-être à la diapo suivante. Sur les moyens humains, alors, je vous l'ai pas mis, mais très souvent, le contentieux est plutôt sur des formations présentielles. Sachez que la pièce la plus fraudée en France, c'est la feuille d'émargement, ce qui n'est pas complètement neutre. En tous les cas, donc, généralement, la question des moyens humains, c'est la réalité du formateur. Et petit 2, l'adéquation, c'est-à-dire le choix du formateur par rapport aux formations. Voilà. Donc souvent, c'est des questions de feuilles d'émargement manquantes, de feuilles d'émargement signées le premier jour, de signatures un peu incohérentes, de formateurs aussi dans 2 lieux à la fois, je passe. Donc c'est quand même le premier élément relevé par les services régionaux de contrôle. Après, de manière un petit peu plus, j'ai essayé de fouiller un peu dans la jurisprudence. Ok, pas plus le service régional de contrôle du coup que le juge ne peuvent s'immiscer dans le choix de la pédagogie ou de la méthode pédagogique ou de la méthode didactique employée. Néanmoins, si
pour faire la preuve que le formateur était formateur, l'organisme de formation fait valoir une espèce de méthode pédagogique, comme vous voyez dans la décision de Bordeaux de février 2023, une méthode pédagogique appelée par l'organisme de formation activation du développement vocationnel et personnel, la DVP. Alors, le service régional de contrôle, pas plus que le juge, ne disent que c'est bien ou pas bien. Ils disent juste que s'il y a méthode et qu'elle remplace la présence physique dans une salle, encore faut-il ramener la preuve que cette méthode, elle repose sur un process bien déterminé, bien vérifiable. Et là, visiblement, dans cette décision, on a beau dire qu'on a une méthode, s'il n'y a aucun élément matériel qui permette de la démontrer, on ne peut pas en vérifier les conditions de mise en œuvre. Et si moi, service régional de contrôle, je ne peux pas vérifier les conditions de mise en œuvre, je considère que la formation n'a pas été dispensée. Donc, vous voyez, même quand on vous dit que ça ne porte pas sur les méthodes, ça peut un peu, ça peut. Que puis-je vous dire d'autre sur les moyens pédagogiques? Ça reprend vraiment la diapo précédente, Fouzi, s'il te plaît, ça reprend vraiment la circulaire, l'absence de support. Voilà, aucun support, aucune ressource. Alors, ça va très forcément varier en fonction du thème de la formation, mais ça fait partie des éléments qui sont relevés. Aucun matériel pédagogique pour des prestations facturées. Et en plus, là, le service régional de contrôle et le juge avaient même apporté un regard sur le coût. Pas de matériel pédagogique, mais un coût élevé de la formation qui démontrait qu'il y avait une incohérence. Et on peut terminer par, effectivement, je trouve que cette décision est particulièrement intéressante, même si c'est une décision de cour d'appel administrative. C'est ce que tu disais, puisqu'on est sur la question de la certification. Le juge, dans cette décision de la cour d'appel administrative de Paris de février 2022, ils ont suivi les recommandations, tout simplement, du service régional de contrôle. L'organisme de formation disait mais pourquoi contestez-vous l'existence de mes formations et leur caractère adapté, puisque 90% des personnes qui ont été concernées par cette formation ont obtenu le titre. Mais peu importe, ce n'est pas la certification ou le passage de la certification qui font l'objet d'un financement et qui font quelque part l'objet du contrôle par le service régional de contrôle, c'est la réalité de la formation, des moyens qu'on a mis en œuvre lors de cette formation, parce que c'est ça qui est payé, c'est de leurs stagiaires. Ce qui est financé, c'est de leurs stagiaires. Donc, la formation, c'est une question de moyens et non pas de résultats. Et effectivement, l'organisme de formation pourrait avoir 100% de résultats de personnes qui obtiennent le titre. Pour autant, la formation, si on n'approuve pas sa réalité et les moyens et l'adéquation des moyens au-delà de la réalité aux objectifs de la formation, on peut avoir un contrôle effectivement qui conduit l'administration à écarter la définition d'action de formation. Ça ne répond pas aux définitions, à l'action de formation, donc remboursement, bien entendu, qu'on appelle ça, remboursement des sommes qui auraient été versées, que ce soit par un OPCO ou un contractant, une entreprise, par exemple. Oui, tout ça pour dire que sur cette question des moyens, donc que ce soit les moyens techniques, les moyens pédagogiques, les moyens d'encadrement, il y a déjà effectivement, je dirais, des choses qu'on retrouve du côté des services régionaux du contrôle, qu'on retrouve aussi au niveau du juge administratif, puisque l'État contrôle, mais lui-même est sous le contrôle du juge administratif. Donc, toute cette construction existe et bien évidemment, on fait le parallèle avec cette notion qui aujourd'hui est nouvelle pour les certificateurs, puisqu'effectivement, ce décret du 6 juin vient aussi responsabiliser les certificateurs sur ce sujet précis, sur cette question des moyens. L'idée, c'est de vous dire, il y a quand même un existant, il y a un historique. Et je vois mal, effectivement, en France Compétences, même si, encore une fois, ce n'est pas du tout le même contrôle, ce ne sont pas les mêmes prérogatives. France Compétences ne dispose pas, je dirais, d'agents commissionnés, assermentés en termes de prérogatives. Ce n'est pas exactement la même chose. L'État a beaucoup plus de moyens en termes de contrôle. Il n'empêche, bien évidemment, France Compétences travaille aussi avec les services régionaux du contrôle. Il y a aussi une articulation. Il n'empêche que l'appréciation ne peut pas être différente. Je veux dire, c'est une notion
qui est là. Il y a effectivement à la fois, je dirais, un historique au niveau des décisions de l'administration et ça nous permet de comprendre son appréciation. Et puis, il y a surtout toute cette jurisprudence qui nous aide à mieux effectivement comprendre les attendus concernant les moyens. Encore une fois, les moyens ne doivent pas se confondre avec la qualité ou la méthode pédagogique, c'est pas trop le sujet, et les moyens ne doivent pas se confondre avec les résultats. Vous savez très bien qu'on peut avoir toute une promotion, je dirais, qui réussit l'examen, alors que l'organisme de formation n'est pour rien. Il ne faut jamais oublier que la formation, c'est de la co-construction, elle dépend du formateur, de l'organisme de formation, mais elle dépend beaucoup de l'apprenant. Il y a des apprenants qui sont indépendants, ce n'est pas pour autant que l'organisme de formation a mis tous les moyens nécessaires, en tout cas, pour arriver au résultat. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est important d'insister là-dessus. Et donc, je pense qu'on finira par ça, mais tout simplement aussi pour signaler, peut-être pour celles et ceux qui ne le savent pas, qu'il y a un service qui existe, celui de Centrinfo, puisqu'on voit bien, on l'a vu tout au long, je dirais, de ce rendez-vous, les exigences des SRC, des financeurs, de France Compétences, et tout ça va former un cadre dense, parfois mouvant, dans lequel il n'est pas toujours évident de s'y retrouver. Et pour vous aider à avancer donc tranquillement sur ces questions-là, Centrinfo a conçu un audit 360 degrés. On essaie de reprendre des exigences de chaque acteur, de chaque autorité de contrôle. En fait, l'idée, c'est simple, c'est avoir une vision un peu claire, anticipée, pour éviter les mauvaises surprises en termes de contrôle et être parfaitement préparé à ce que cet environnement peut exiger, ces autorités peuvent exiger. Donc voilà, c'est un appui discret, expert et surtout un moyen de prévenir ce qui pourrait venir ensuite, c'est-à-dire le contrôle, parce que par définition, le contrôle est aléatoire. Au niveau timing, on est plutôt bien. Ce qui est intéressant, c'est qu'on ne m'a pas vu, on n'a pas vu mon visage. Donc, je serais tenté de dire, pour une fois, on est à égalité. Moi non plus, je n'ai pas vu, je ne vois pas le visage on est monté jusqu'à 1500, donc participants donc en live. C'est assez intéressant. Donc, juste un mot pour vous rappeler nos prochains événements. Donc, on vous donne déjà rendez-vous le 9 décembre pour approfondir cette question de la certification professionnelle, mais avec cette fois-ci l'équipe ingénierie qui effectivement va concrètement parler du décret du 6 juin, mais d'un point de vue opérationnel, ce que ça change, ce que ça implique, comment on s'y prépare. Donc, restez aussi attentifs puisque nous préparons la première édition d'une grande journée dédiée cette fois-ci aux certificateurs. Donc, ça sera une journée entière avec tous les acteurs concernés. Donc, il y aura des tables rondes, des ateliers. Donc, ça sera probablement en février. Donc là, on est en pleine préparation. Donc, ça sera un temps fort pour débattre, pour co-construire. Donc, c'est quelque chose qui est en préparation. Et puis, entre-temps, vous retrouverez Valérie et moi donc pour le 4e rendez-vous annuel du Club du droit. Donc, là, on va faire un décryptage, cette fois-ci complet de la veille juridique avec un regard à la fois rétrospective et prospective sur les changements en cours et ceux qui arrivent, notamment sur les aspects budgétaires, puisqu'on va effectivement décortiquer ces aspects-là qui sont contenus dans le projet de loi de finances. Donc, beaucoup de contenu, beaucoup d'éclairage et toujours le même objectif, vous permettre d'anticiper, de comprendre, de sécuriser vos pratiques. Merci Valérie. Merci Valérie pour la précision de tes analyses, la qualité de ton intervention. Merci à toutes et à tous pour votre participation. Voilà, ce rendez-vous va prendre fin. Je pense qu'on est bien dans le timing, on est très très bien même. On reste à votre disposition bien évidemment. Prenez soin de vous, très bonne journée et à bientôt. Au revoir Fouzi, au revoir à toutes et à tous.